Allons maintenant ouvrir un petit peu le débat. On aura environ 15 minutes. Vous pourrez poser des questions. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire l'effort qu'elles soient précises et assez concises pour permettre à nos intervenants de répondre plus largement. Tu as des réactions. Une question, des réactions pertinentes et rapidement pour permettre. Ah ouais, ça peut faire. Je voudrais juste un point par rapport à ton exposé concernant la formation et le décalage entre l'intelligentsia et le mouvement de masse. Personnellement que je partage, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur l'éclairage qu'a donné feu Jamal Grib, qui lui disait qu'il y avait une autre crise, c'est que les avant-gardes, du moins politiques, ne pouvaient plus assumer leur rôle comme avant. Ou dans le mouvement national, aussi bien sa composante libérale, marxiste, religieuse ou nationaliste, il y avait une pratique politique de ces élites-là qui faisaient des injonctions. Et que c'est ce modèle-là, globalement, qui est en crise et que les soulèvements dans le monde arabe ont mis en lumière à travers de divers pays qui ont évidemment des spécificités quant à la formation de leur intellectuel. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport du point de vue de ton exposé. Merci. Nous allons prendre une autre question. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Bonjour. Ma question s'adresse à M. Kadri, quand il a parlé sur les mouvements sociaux et aussi l'intelligentsia. C'est-à-dire comment se prendre, aussi comment on agit toujours, comment transformer ça, la connexion, comment articuler, c'est-à-dire les mouvements sociaux et l'intelligentsia. C'est ma première question. La deuxième question sur, en Algérie, on voit chaque semaine ou chaque mois, il y a eu toujours une émeute un peu partout dans l'Algérie. Et donc, comment capitaliser ces émeutes et transformer ces émeutes et pour un changement démocratique et pacifique sans violence. Merci. Bon tout le monde. La question c'est pour M. Thamani. C'était par rapport à la question du gaz. Il a dit que l'Algérie par rapport à la réserve ce sera 2060. Ça je pense c'est par rapport à l'exploitation conventionnelle du gaz. Mais par rapport à ce que j'ai vu dans les études, l'Algérie recèle la troisième réserve mondiale du gaz de schiste. Est-ce que la question, je pense qu'il y a eu déjà des permis d'exploitation qui ont été délivrés à partir de la réforme de l'année dernière de la loi sur les hydrocarbures. Je pense que c'est déjà une réalité. C'est une réalité aux États-Unis. La croissance actuellement aux États-Unis est tirée par l'exploitation du gaz de schiste. Et on sait bien que les États-Unis, d'ici 2030, seront autosuffisants en matière de gaz et de pétrole. Et du coup, comment interférer par rapport à ça? Est-ce que... je pense que la question c'est... Oui, s'il te plaît. Oui. C'est l'avant-dernière. Tu poses une question là? Donc, oui, c'est ça, je veux intervenir par rapport au lien classe intellectuelle et mouvements sociaux. Je dois reconnaître que je suis un petit peu désorienté quand même. Je suis un petit peu désorienté par ça. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est vrai, qu'entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, il y a l'énorme décalage que tu as constaté historiquement, dû à la colonisation, etc. Mais je crois qu'un des éléments fondamentaux, c'est quand même un problème de classe ou de catégorie. C'est une classe moyenne qui agit autrement, et que le lien intellectuel et puis le mouvement populaire n'est pas si mécanique que ça. On peut, ce qui est important, à mon avis, c'est d'analyser les choses comme en situation de classe, en situation de groupe,
quels sont les problèmes, parce que moi je vois pas ce que les intellectuels au plan pur, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au mouvement. Sinon, s'ils sont construits en classe moyenne, c'est autre chose. Une dernière question. Bonjour, moi je suis là en tant qu'Africain et aujourd'hui quand on parle de démocratie en Afrique, c'est une question qui m'interpelle. Et on sait que l'Algérie aujourd'hui mérite cette démocratie tant entendue. Mais ma question concerne dans le cadre panafricain. Quand on sait qu'aujourd'hui l'Algérie c'est un grand de l'Afrique, si la démocratie arrive à s'installer en Algérie, l'Algérie pesera-t-il de son poids démographique et économique en tant que géant de l'Afrique pour concrétiser cette démocratie sur l'étendue de l'Afrique. Quand on sait que les peuples de l'Afrique subsaharienne, comme tant d'autres du Maghreb, ont beaucoup pesé sur la lutte d'indépendance de l'Algérie. C'est ça ma question. Vous posez des problèmes, des questions extrêmement importantes qui nécessitent à la fois des données, des informations, une analyse. Puisque vous parlez des classes moyennes, y a-t-il des classes moyennes ou comment les mesurer, les quantifier, quelles sont leurs pratiques, leurs représentations, comment elles se situent par rapport à telle ou telle catégorie sociale. Disons, pour aller vite, et pour reprendre, moi ce que je vois, c'est que dans le monde arabe, quelle est la force motrice aujourd'hui de ces changements, qui a été demandeuse de changement? C'est les jeunes, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, disons, qui est issue de différentes origines sociales. Et notamment, quand on analyse la place Tahrir, on voit aujourd'hui, on a vu sur la place Tahrir qu'il y avait des jonctions entre jeunes de classe populaire et jeunes de classe moyenne. Jeunes issus des classes moyennes inférieures ou supérieures, je ne sais plus, pas les classes dominantes égyptiennes. En Tunisie aussi. Alors, pour ce qui est de l'Algérie, moi ce que je vois, c'est que les jeunes sont dans la désespérance, sont dans l'émeute, dans la contestation, la violence, le suicide, l'immolation, plus qu'en Tunisie d'ailleurs, plus que le cas Bouazizi et quelques autres cas. En Algérie, c'est quasiment une fois tous les mois, ou les 2 mois ou 3 mois, qu'on a des immolations, des suicides. Alors, quand on fait ce comparatisme, la question qui se pose, et tu as raison, c'est celle des avant-gardes. Parce que quand tu dis les intellectuels, ça sert à quoi? Les intellectuels ils ont un rôle de donner du sens aux choses, de produire du sens, de penser des pistes, de penser les contradictions, de penser comment dépasser les contradictions, de clarifier les débats, de postuler des hypothèses ou des pistes pour l'avenir. C'est ça le rôle des intellectuels. Il y a des définitions, il y a des débats sur le rôle messianique des intellectuels, ou le fait que les intellectuels seraient par eux-mêmes ceux qui, disons, auraient la vérité. C'est faux, non. Mais les intellectuels, disons, le débat intellectuel ou les intellectuels, pour produire du sens, devraient être de leur société, de leur temps, non pas en porte-à-faux par rapport à cette société. L'analyser, la comprendre, s'immerger. C'est le débat qu'on a, nous, aujourd'hui, de comment, la question a été posée, quoi faire et comment faire. Quoi faire et comment faire. Or, dans le cas des Algériens, dans le cas des intellectuels algériens, dans le cas des avant-gardes, que Guérit, qui est un ami qui est décédé récemment, que j'ai publié, moi, dans les éditions Publisud, sur les limites de l'universel, qui lui disait une chose: il y a des intellectuels qui regardent vers le ciel, et il y a des intellectuels vers le ciel ou le pouvoir, il y a des intellectuels qui regardent vers le bas, vers la société. Moi, je suis résolument de ceux qui regardent vers le bas. Et en fait, du point de vue des avant-gardes, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit très vite tout à l'heure, c'est le basculement des années 70.
c'est la mise au pas du mouvement intellectuel en Algérie, au nom du socialisme spécifique. Ça a été cette mise au pas avec justement accompagnement de cette avant-garde dans les tâches d'édification nationale et quasiment cécité sur, disons, l'autoritarisme, sur la nature sociopolitique du pouvoir, etc. Et ça a plombé la société. Et depuis, on a de l'entrisme de ces intellectuels. Ces intellectuels sont dans l'entrisme politique. Jusqu'à récemment, j'allais dire presque jusqu'à là, avec la présidence Bouteflika, les intellectuels, il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau de la culture. Des politiques culturelles au niveau de, disons, de ces nouveaux intellectuels ou de ces nouvelles intelligentsias qui sont dans l'accompagnement, qui sont dans la justification. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de pratiques, de corruption, etc. J'allais dire, les intellectuels sont alignés. Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit, les intellectuels, globalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des intellectuels lucides, qu'il n'y a pas des intellectuels qui réfléchissent, il n'y a pas des intellectuels qui sont proches des mouvements sociaux, mais le fait est qu'il y a... écoutez, alors, c'est même pas la peine d'en soigner, mais si à chaque fois on est là pour débattre, je pense qu'on a le temps de vendredi, encore jusqu'à 18 heures, il y a encore... Et donc c'est un peu ça, c'est ce blocage des intellectuels. Ce blocage, on ne l'a pas en Égypte, on ne l'a pas en Tunisie, on ne l'a pas, je ne crois pas. Du moins, Sarah Ben Nefissa, qui travaille sur l'Égypte, a montré comment les intellectuels égyptiens sont intervenus à l'époque de Morsi, comment, à travers le théâtre, la télévision, les écrits, les journaux, etc., ont travaillé l'opinion publique. Si bien qu'il y a eu des signatures pour demander le départ de Morsi, je crois, 30 millions de signatures, je ne sais plus combien. Mais enfin, on a la Tunisie, les intellectuels sahéliens ont réfléchi. On ne peut pas dire qu'ils ont été séparés aujourd'hui. Une des caractéristiques tunisiennes, c'est que disons, la Tunisie, parce qu'elle a tout un arrière-fond de réforme éducative, parce que il y a aussi du Bourguiba derrière, il y a même avant Bourguiba, mais même avant la colonisation, toutes ces réformes qui avaient été menées dans l'éducation, qui ont fait qu'il y a, disons, des intellectuels qui sont autant de garde-fous, de garants de ces dérives qu'on voit dans le mouvement populiste algérien, notamment à travers l'islamisme algérien et le fils. On n'avait pas du tout d'intellectuels qui pouvaient penser ce mouvement, qui pouvaient même, disons, lui donner du sens par rapport aux contradictions du moment et le positionner dans les contradictions du moment. C'était un mouvement plébéien aussi et qui s'inscrivait un peu dans cette continuité de vouloir tout démolir, de vouloir le changement ici et là tout de suite. Donc c'est cette analyse qu'il faut faire. Alors, l'analyse, moi, que je fais sur les jeunes Algériens, c'est qu'on a des jeunes complètement déstructurés, complètement d'un niveau de conscience extrêmement bas. Je ne dis pas qu'il y a des jeunes ici ou là, il y a des mouvements de jeunes en Algérie, comme Rage, comme des gens qui sont dans telle ou telle structure, qui essayent de faire. Mais disons, globalement, ils sont dans la harga, ils sont dans la désespérance, ils sont dans le trabendo, ils sont complètement atomisés, fragmentés. Et le rôle de l'université, je ne peux pas développer, mais on peut faire une analyse de l'histoire de l'université. L'université a contribué à cette fragmentation, à cette désidéologisation, avec des syndicats maisons, une dizaine, qui sont des relais du pouvoir de distribution des bourses, des prébendes, etc. Et au fond, aujourd'hui, c'est vraiment des pauvres. Je veux dire, on n'a plus d'étudiants au sens, c'est des pauvres airs qui sont là. Vous savez, les universités ferment quasiment à 2-3 heures, il n'y a plus personne. Moi, j'ai fait plusieurs universités, et c'est d'un état de désinstitutionnalisation. On a tous les jours des échos. Et voilà. Alors, comment former des intellectuels? Comment revenir à ça? C'est un peu ça, c'est comment faire jonction avec le mouvement social. C'est du travail avec les syndicats, avec les associations, avec les jeunes, sur les quartiers, etc., qui ne font pas du tout les intellectuels.
que font d'autres intellectuels, notamment les intellectuels islamistes qui sont sur les terrains et qui le font tous les jours. Alors, en plus, se surajoute sur ça le fait que les médiations sont complètement laminées, les médiations aujourd'hui. Il n'y a plus de médiation. Vous avez vu sur Radaya, le pouvoir va négocier avec les chefs de tribu. On revient au tribalisme comme du temps de Kadhafi, comme Kadhafi ou du temps colonial. On va négocier avec les Chaouis, avec les Sh'anba, avec les etc. Où sont les médiations? Il n'y a plus de partis, il n'y a plus de députés, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de syndicats. Le roi est élu, on négocie, donc on est vraiment dans une émergence presque de sociétés pré-libyennes, où aujourd'hui où les tribus sont en concurrence entre la Cyrénaïque, Delfa et Welfa, etc., dont parlait notre ami Moncef Ouanès, où c'est véritablement une guerre tribale. Le pouvoir donc, qu'est-ce qu'a fait le pouvoir? Le pouvoir a complètement infiltré, déstructuré les médiations. Il a à un moment, disons, dans le moment que tu décrivais, qui était le moment de la grande crise, c'est-à-dire au moment où le pétrole s'était effondré, etc., il a laissé quelques médiations, notamment à travers les ligues, à travers les associations pour quelques notabilités, et puis là, il a repris la main, il a en quelque sorte redéstructuré les médiations, et on a, disons, des syndicats autonomes avec des syndicats clones. Chaque syndicat autonome a un syndicat en face, le SNAPEST, le SNAPAP, etc. Et en fait, toutes ces médiations ont été complètement déstructurées et la nature ayant du vide, on est en train d'aller dans le mur, c'est-à-dire où il n'y a plus aucune alternative. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce balbutiement de ce qu'on pourrait appeler, moi je me méfie de ce terme société civile, mais de ces groupes qui commencent à réfléchir sur leur institution, à dire comment on peut en sortir, et comment nous on peut travailler sur place, et comment on pourrait transformer nos institutions et en jonction avec d'autres. Le travail est un travail de longue haleine, le changement c'est pas demain. Quoique on puisse penser du 4e ou voire du 5e mandat, c'est pas là. Il faut réfléchir dans la longue durée sur la société. Et je ne sais pas si je t'ai répondu sur... Moi je crois les avant-gardes, elles ont failli. Et les avant-gardes, aujourd'hui, elles sont toujours dans l'État, ou elles sont en accompagnement de l'État jusqu'à aujourd'hui. J'écoutais Boujedra sur Nahar ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est franchement, il dit un truc extraordinaire, Boujedra. Il dit, il n'y a pas de démocratie. Il dit, la démocratie n'existe pas. Il disait dans Nahar, quelqu'un lui disait, vous avez vu, vous, la démocratie ailleurs? Une désespérance. Puis vous savez, les choses avancent doucement, il y a du bien dans la politique culturelle, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, je dirais, il est complètement dans la politique culturelle de l'État, comme quelqu'un qui est, disons, qui reçoit des prébendes de l'État, et donc, du coup, d'une certaine façon, il n'est pas dans la critique, il n'est pas dans son rôle d'intellectuel, d'éveiller les masses. Voilà. Merci, je vais passer... Peut-être Mouloud a une vision, il va parler de notre problème, mais sur ça, il a, il a Mouloud sur ça, dans la lignée de ce que j'ai dit. Non, mais je vais lui donner la parole. Dans la lignée de ce que j'ai dit, Mouloud avait disons une vision vers la société civile. Tu vas travailler avec les syndicats. Non, c'est un peu difficile. Non, mais c'est je vais essayer d'être bref. Si j'ai bien compris sur quoi j'aimerais que j'enchaîne, c'est justement cette idée qu'on est trop tourné. Alors il y a des intellectuels qui sont tournés vers le haut et ceux vers le bas. Alors, je ne sais pas si la société allait vers le bas, parce que ça voudrait dire qu'on est un peu au-dessus. Et donc là, il y a peut-être quelque chose du point de vue du vocabulaire. Mais la question, c'est aussi non seulement être... Il y a deux problèmes ici. C'est la question d'être un soutien du régime, ouvertement un soutien du régime,
Et donc travailler pour le régime, qui est une chose, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que dans l'analyse que fait un intellectuel, il ne faut pas que l'analyse, et ça c'est un défaut qui n'est pas propre uniquement aux intellectuels en Algérie, on est obnubilé par les jeux institutionnels, par les jeux du pouvoir. Et donc, alors on essaye de comprendre ce qui se passe, et plus c'est dans un contexte opaque, donc plus on arrive à comprendre des choses et plus on se sent intelligent. Mais à part que là, il y a encore plus important que ça, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mouvements qui existent dans la société et comment il peut y avoir la construction d'une alternative. Plus on reste focalisé sur les jeux institutionnels du pouvoir, sur les rapports des clans, sur la lutte des clans et tout, qui est un élément très important, moins on consacre de temps au reste. Donc il faut équilibrer. Et ça, c'est pas quelque chose qui est propre aux intellectuels, mais c'est quelque chose qui est répandu dans la société de manière générale. Et peut-être que justement, et l'autre chose, c'est de se sentir toujours extérieur. On dit ils font, elles les associations, ils les syndicats, mais la confiance est tellement cassée que personne ne fait la démarche d'aller et de risquer la déception, au risque de la déception. C'est-à-dire on est déçu avant d'avoir entamé la chose. Et peut-être que là on a déjà une désillusion. Et ça fait comme Boujda, à la fin on dit la démocratie n'existe pas. Mais bon, l'État n'existe pas, ça on ne peut pas tout à fait le dire parce qu'on attend beaucoup de choses de l'État. Mais ça c'est un autre débat. J'ai l'impression que non, mais j'ai l'impression. Un cheveu dans la soupe parce que ça parle du rôle de l'intellectuel, de son rapport au pouvoir. Et puis moi je viens de vous parler de gaz, de pétrole, de tout. Bien que cet intellectuel, effectivement, comme tu viens de le dire, je parle de prébende. Tiens, ça vient du pétrole, tiens. Ça vient du budget de l'État, ça vient de... Voilà. Donc, non, juste pour répondre à ce jeune homme tout à l'heure concernant sur l'utilisation de gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. Peut-être rappeler une chose, c'est que les États-Unis, c'est quand même encore, je ne sais pas pour combien de temps, c'est encore la première puissance économique mondiale. Première puissance économique, première puissance industrielle. Donc il y a une économie déjà qui domine le monde et qui cherche effectivement, ça c'est vrai, je crois que c'est une volonté des Américains, et ça a toujours été leur volonté, de quelque part d'avoir une certaine autonomie en termes énergétiques. Et c'était vraiment un de leurs soucis. Et quand j'ai dit tout à l'heure que le marché du pétrole est un marché hautement politique, je visais essentiellement les États-Unis parce que le marché du pétrole est essentiellement dominé par les Américains à travers leurs différentes multinationales. Et que on peut discuter longuement sur l'affaire de l'Irak, sur qu'est-ce qui a fait intervenir les Américains en Irak. Il y a, à n'en pas douter, une odeur de pétrole. De toute façon, absolument aucun doute à ce niveau-là. Leur mainmise dans le Moyen-Orient et leur soutien aux différentes monarchies et ainsi de suite, à avoir, j'allais dire, exclusivement avec l'exploitation du pétrole. Donc, c'est autre chose. Il y a une puissance économique et ainsi de suite. Et là, on parle d'une économie sous-développée d'Algérie, et surtout d'une économie rentière. Donc en fait, on n'a pas réussi à sortir de cette économie de rente pendant 50 ans. Qu'est-ce qui va changer avec le gaz de schiste? Rien. Donc par conséquent, c'est par rapport à ça que je disais que, voilà, le danger encore. Alors là, on va non seulement enfoncer l'économie dans la rente, mais en plus on va avoir des problèmes environnementaux. C'est ça, je veux signaler. Bon, c'est pas encore fait, hein, je ne sais pas si ça va se faire. Peut-être que d'ici là, les choses changeront. Il y aura un autre président, avec une autre équipe qui décidera d'autre chose. Ce que j'espère, enfin, j'y crois pas beaucoup, on va dire, mais bon, voilà. Là, pour répondre très rapidement
à la question qui a été posée. Voilà. Messieurs, vous reprenez. Bon, alors comme Hachmaoui n'est pas là, on va peut-être lui prendre sur son temps de parole, on va se partager équitablement, sauf s'il vient. D'accord, je vois qu'il y aura des choses plus intéressantes. C'est intéressant, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour longtemps qu'il arrive. Tout à l'heure, ce qui m'a frappé, le discours, ce qui est ressorti du discours de Aïssa et de Ahmed, c'est qu'il y avait un point commun, c'est qu'on est dans une forme de domination rare. Et on est dans une forme de domination rare, alors que le discours dominant, c'est un discours nationaliste. C'est un discours un peu comme celui du mauvais œil. Il y a toujours quelqu'un qui nous veut du mal, et tous nos problèmes viennent du mauvais œil. Donc le mauvais œil, c'est la main étrangère, mais c'est comme ça, c'est le même mécanisme, on a l'impression que c'est le même mécanisme intellectuel. On est victime du mauvais œil, c'est-à-dire des complots des étrangers. Tous ceux qui sont autour de nous, en haut, au-dessus, nous veulent du mal. Et justement, lorsqu'on parle de la question de l'impunité, c'est-à-dire l'impunité, l'absence de poursuite pénale et d'établissement des responsabilités pénales pour les violations graves et massives des droits de l'homme qui ont été commises durant les années 60, 90, mais pas seulement durant les années 90, parce que j'ai aussi parlé de 2001, on nous dit, là vous touchez à quelque chose d'important, c'est la déstabilisation du pays, ça va toucher l'armée, vous voulez détruire la colonne vertébrale de l'État, alors que ça vise l'impunité. Si on parle d'impunité, il faut aussi viser l'impunité des groupes islamistes armés, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir de lutte contre l'impunité sélective, et donc ça c'est extrêmement important. Et on nous explique que c'est une vision de déstabilisation de l'État, du pays, et que évidemment il y a un complot dit par la main étrangère. Alors ceux qui aiment la boîte à chic, il y a toujours, quand il y avait les pénuries des années 70-80, il y avait une machine comme ça, il y avait un tableau de bord avec les pénuries, il disait c'est un complot dit par l'impérialisme. On est toujours dans cet esprit. Aujourd'hui, les complots, c'est pas les pénuries, c'est autre chose. Mais il y a toujours cet esprit qu'il faut travailler la peur, il faut travailler. Et puis si on parle de l'impunité, on nous dit ah oui, vous voulez mettre tout le monde en prison. Non, parce que si vous nous dites qu'il n'y a pas eu beaucoup de responsables, donc pourquoi vous avez peur qu'il y ait autant de monde en prison? Il faut être logique. Bon, mais on va revenir sur ça. Et la question de l'impunité devient de plus en plus importante parce qu'elle va peser, c'est l'une des questions essentielles, avec la corruption et avec d'autres. Je pense que l'égalité homme-femme, la question de la redistribution des richesses, en tout cas de la production d'abord des richesses et du changement de modèle économique, la question de la question culturelle, mais qui a des prolongements sur l'organisation territoriale de l'État. Ce sont des questions avec l'impunité, ce sont des questions et l'impunité contre la corruption, l'impunité en matière de violation des droits de l'homme, ce sont des questions qui vont être là tout le temps, qui vont peser sur une éventuelle transition, quel que soit le sens d'ailleurs de la transition, hein, parce qu'on peut aller dans la régression, c'est ce qui s'est passé les 2 dernières années. Depuis la levée formelle de l'état d'urgence, on a régressé en termes de liberté publique. Donc il ne faut pas comprendre la transition uniquement comme la possibilité d'aller vers la démocratie. Ça peut être un retour vers les années 70 de plus en plus ouvertement. Alors, lorsqu'on parle d'impunité à propos des violations des droits de l'homme en Algérie, graves et massives, hein, c'est le premier texte qui vient à l'esprit, c'est la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale qui a été adoptée en septembre 2005. Alors, on nous dit qu'elle a été adoptée par référendum, ce qui est vrai. À part que le référendum n'a pas pu être, ceux qui étaient contre n'ont pas pu mener campagne contre ce texte, et certains ont même été intimidés et menacés de mort. Donc, on a dans cette charte, on a une vision, dans le préambule, on a une vision qui est exposée, la vision officielle du conflit des années 90, et le reste du texte énonce les grandes lignes de la politique de réconciliation nationale, et ensuite on a l'ordonnance de mise en œuvre de février 2007 qui met en musique et qui donne corps, qui traduit en termes juridiques et qui donne corps à la politique de réconciliation nationale. Alors c'est ça, il y a une phrase, une formule qui a été utilisée, qui est lapidaire, qui est devenue célèbre, qui est utilisée tout le temps maintenant, c'est la charte consacre l'impunité et prône l'oubli. C'est exactement ça, je pense que les personnes qui ont trouvé cette formulation n'ont pas en visé juste.
Et avant l'adoption de la charte, il y a eu évidemment la concorde civile et la loi d'Arrahman en matière de terrorisme, pour faire simple, mais il y a eu autre chose. Au début des années 2000, après le printemps noir en Kabylie, il y a eu, donc après 2001, il y a eu un décret présidentiel du 7 avril 2002 qui porte sur l'indemnisation des victimes, alors on va l'appeler du printemps noir, et on va arriver à ce décret. Alors c'est la réponse institutionnelle qui a été donnée, juridique aussi, qui a été donnée à une crise profonde qui a touché notamment, qui a eu la Kabylie pour impuissante, et vous connaissez les événements, et il est important de souligner ici que Massinissa Germah, qui a été tué par balle dans les locaux de la gendarmerie de sa ville, ou de son grand village, c'est ce qui a provoqué les manifestations. Donc c'est aussi une question d'impunité. La question, c'est le refus de l'arbitraire de la gendarmerie. Le refus, c'était aussi quelque chose, c'était d'abord quelque chose pour une révolte ou des manifestations d'abord pacifiques d'ailleurs, pour la dignité. Et ça s'est soldé par le bilan que vous connaissez, 126 morts, des milliers de blessés, et pratiquement personne poursuivi en justice pour ça. La grande différence entre les années 90 et 2001, c'est que si pour certains crimes, pas pour tous, pour certains crimes qui ont été commis dans les années 90, on peut avoir des doutes sur les auteurs. On peut avoir des doutes. Mais évidemment, on sait que certains crimes ont été commis par telle partie, d'autres par telle partie. Mais on peut avoir un doute sur certains crimes. Le fameux Kikuki, ou même si... mais pour les crimes des années de 2001, il n'y a pas de doute, on sait, et c'est très clair. Donc il y a une identification très claire, et il ne fait aucun doute que les crimes qui ont été commis par des agents de l'État en leur qualité officielle, donc et de manière très claire. Et donc, il y a ce fameux décret, alors rien que le nom vous donne une idée de la manière dont la question a été abordée. Ça s'appelle, il fixe les droits des victimes des événements, ça rappelle autre chose, ayant accompagné le mouvement pour leur parachèvement de l'identité nationale. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, les manifestations visaient autre chose. Ce qui était un élément des manifestations, mais ce n'était pas l'élément premier en 2001. Donc, qu'il traite la guerre civile des années 90, qui a touché l'ensemble du pays, ou qu'il traite du printemps noir en Kabylie, donc de 2001, tous les textes sont conçus de la même manière. Les deux textes sont conçus de la même manière. Premièrement, les crimes graves, les violations des droits de l'homme imputables à des agents de l'État sont soit occultés, soit abordés d'une manière très ambiguë. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour les années 90, les crimes abordés par les groupes armés islamistes sont qualifiés, mais là aussi, on va voir qu'il y a des problèmes. La deuxième, finalement, je ne vais pas pouvoir parler plus. Deuxièmement, et c'est une conséquence du constat précédent, l'impunité de droit ou de fait des auteurs étatiques de ces crimes, de ces violations graves des droits de l'homme, c'est la règle. Et cette règle est générale. Donc l'impunité, c'est la règle. Et lorsque les auteurs des crimes ne sont pas des agents étatiques, donc des fonctionnaires, des policiers, des militaires ou des gendarmes, là l'impunité est partielle, mais dans les faits, on a l'impression qu'elle peut être en tout cas presque totale dans certaines situations. Troisièmement, les crimes et les violations ne sont pas reconnus, mais il y a une indemnisation, c'est-à-dire on ne reconnaît pas qu'il y a eu crime, on ne reconnaît pas qu'il y a eu, on ne qualifie pas, on ne dit pas il y a eu un crime, on ne dit pas qu'il y a eu une violation des droits de l'homme, on ne la qualifie jamais comme ça, on ne reconnaît pas la qualification, on reconnaît un événement. Et l'événement donne droit à une indemnisation ou fait l'objet d'une indemnisation financière qui est en réalité une réparation partielle et exclusive et qui est envisagée par les autorités comme quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire qui écarte toute possibilité ou qui n'est pas envisagé en même temps que la possibilité de recours devant la justice contre les auteurs de ces crimes. Donc des enquêtes, des poursuites pénales et éventuellement donc l'établissement de la responsabilité pénale de certaines personnes. Alors, pour ce qui est de la dénégation des crimes et des violations graves des droits de l'homme,
elle est totale dans le décret du 7 avril 2002 sur le printemps noir. Elle est partielle et plus ambiguë dans l'ordonnance de février 2007 sur la guerre civile qui met en œuvre la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. Alors, l'intitulé même du décret, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est une pièce d'anthologie. Pourquoi? Parce qu'il fixe les droits des victimes des événements ayant participé au mouvement pour le parachèvement de l'identité nationale, et l'intitulé même est une délégation des crimes commis par les services de sécurité de l'État, la gendarmerie en particulier, et il suggère que la révolte, les manifestations d'abord pacifiques, ensuite les émeutes, parce qu'il y a eu de véritables émeutes, et que la révolte de manière générale était exclusivement de nature identitaire. Et que la principale revendication, c'était l'officialisation de Saint-Nazaire, sa reconnaissance en tant que langue nationale. Et d'ailleurs, la supercherie va plus loin. Bon, il y a cet élément qui est présent, et notamment parce que le meurtre de Massili Sagalma a lieu à la date anniversaire du printemps berbère de 80. Donc là, on a cet élément. Mais jusqu'où va la supercherie? C'est que ce décret est publié dans le même journal officiel que la loi constitutionnelle, la révision de la Constitution, qui introduit la Mazière comme langue nationale. Donc, on coupe les deux et on dit voilà la réponse à 2001. Alors la réponse, si c'était ça, si la revendication était la revendication identitaire, c'est une réponse partielle de toute façon, puisque la revendication c'est aussi langue officielle, c'est langue nationale et officielle, et de toute façon ce n'était pas la revendication de ces événements comme dit le décret, c'était l'impunité des gendarmes, c'était la dignité des habitants, la dignité des citoyens face à l'arbitraire de la gendarmerie et des services de sécurité, c'était un contrôle sur le comportement des services de sécurité qui était demandé. Alors, on a ce premier point. Les choses sont plus ambiguës dans l'ordonnance de mise en œuvre de la charte. Pourquoi? Parce que pour ce qui est des crimes qui sont éventuellement commis par des agents de l'État, les violations des droits de l'homme qui sont commises par des agents de l'État, premièrement, il y a des catégories de crimes qui ne sont même pas mentionnées. Les exécutions extrajudiciaires, la torture, la charte, l'ordonnance de mise en œuvre de la charte ne dit rien sur ces crimes-là. Pourquoi? Tout simplement, à mon avis, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation autour de ces questions-là. À l'inverse, elle traite évidemment des victimes du terrorisme, et de l'autre côté, il y a la question des disparus. Donc, pour ce qui est des victimes de l'État, ceux qui ont été enlevés, arrêtés par des services de sécurité, qui ont été le plus souvent arrêtés devant témoins, et qui, depuis, leur famille n'a plus de nouvelles d'eux, et l'État nie les avoir arrêtés le plus souvent, et nie les détenir. Parce que ça, c'est important. La négation de l'arrestation et du fait qu'il soit en main de l'État est un élément important de la disparition forcée. Donc, il n'y a rien sur les premiers, exécutions extrajudiciaires, torture, etc., il n'y a rien. Et on a donc une question qui est abordée, c'est la question des disparus, parce que, je pense, il y avait mobilisation déjà des familles de disparus, et donc la charte pour la paix et la réconciliation nationale ne pouvait pas faire la passe sur cette question. Alors, on va revenir aux crimes commis par des groupes armés islamistes. Ici, en principe, il y a une exclusion, il y a une extinction des poursuites, une amnistie pour faire simple, qui exclut certains crimes. Alors, sont exclus les attentats à l'explosif dans les lieux publics, les viols, la participation à des massacres collectifs. Alors, les attentats à l'explosif, on ne dit pas s'ils ont fait des victimes ou pas. Alors que précédemment, dans la loi sur l'arma, c'était précisé. Les viols et la participation à des massacres collectifs ce sont les seuls crimes qui sont mentionnés, qui sont exclus globalement, on va l'appeler l'amnistie. Alors, là, il y a un problème, parce que la liste des crimes est problématique du point de vue de l'exigence de justice, parce que les actes de torture, qui en principe ne sont pas amnistiables en vertu du droit international et en vertu des engagements internationaux de l'Algérie, ceux qui ont été pris par le gouvernement, ils ne sont pas amnistiables. Ils sont amnistiables ici, puisqu'ils ne sont pas mentionnés. Donc ils ne font pas partie de la liste des crimes exclus de l'amnistie.
Ça, c'est la première chose. Et plusieurs comités des droits de l'homme, comité contre la torture de l'ONU, l'ont mis en évidence. Deuxièmement, on n'a rien, aucune information sur la manière dont l'amnistie a été appliquée. On ne sait pas précisément pour combien de personnes, on ne sait pas pour quel type de crime, on n'a pas de ventilation par wilaya, par commune, etc., par exemple. On n'a rien de tout ça. Et on n'a pas de statistiques qui puissent être vérifiées. Donc il faut se contenter de ce que nous disent, de temps en temps, quand ils veulent bien faire une interview ou une conférence de presse, un avocat qui dépend de la cellule judiciaire de la mise en œuvre de la charte. Le nom n'est pas exactement celui-là, mais donc il y a une cellule judiciaire qui est à Alger, à Alger, qui s'occupe de la mise en œuvre de la charte. Il donne des chiffres. Bon, comment on peut les vérifier? On n'en a aucune idée. Donc, et surtout, ils ne nous disent pas pour quel crime les gens ont été arrêtés, pour quel crime les poursuites ont été éteintes, pour quel crime les personnes qui étaient déjà en prison ont été libérées sans qu'ils aient fini leur peine, etc., sans qu'ils aient purgé leur peine. Alors, pas de justice, en réalité. Voilà le fond de l'affaire, c'est que ils se sont mis d'accord, parce qu'il y a eu des accords, derrière il y a des accords dont on ne connaît pas précisément la teneur, entre le haut commandement militaire et le commandement de certains groupes armés islamistes, et eux-mêmes le disent. Donc dans les interviews qu'il y a de certains chefs, d'anciens chefs, ils disent qu'il y a eu des accords, que le régime ne respecte pas les accords. Mais en quoi consistent précisément les accords? On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas quelle forme ils ont pris, comment ça s'est passé précisément, etc. Donc il y a ce problème. La deuxième chose, donc d'un côté, il n'y a pas d'accès à la justice, et pour les victimes de l'État, c'est encore plus clair. Il y a un article 45 dans l'ordonnance qui rend irrecevables les requêtes dirigées contre les membres des services de sécurité. Je la fais courte. En substance, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a une immunité juridictionnelle. Vous allez devant la justice, vous déposez votre plainte si vous voulez, le juge la prend, il la jette à la poubelle, elle est irrecevable, et ça s'arrête là. Et voilà concrètement le problème. C'est-à-dire que même si vous avez des informations extrêmement précises sur la situation, vous ne pouvez pas porter plainte, et donc il n'y a pas de possibilité de poursuite judiciaire. La deuxième chose, c'est que les textes prévoient une indemnisation. Il n'y a pas de justice, dans le sens où il n'y a pas de possibilité de poursuite pénale, d'établissement des responsabilités pénales, et éventuellement donc, de punition des auteurs des crimes. Alors, pour 2001, l'indemnisation contourne le processus d'indemnisation et fait dans le décret de manière à contourner la justice. Pour être reconnu comme ayant droit, donc pour avoir droit à l'indemnisation, il faut être reconnu comme tel par l'administration. C'est le wali qui donne un certificat. Donc le wali dit vous avez été victime. Donc c'est bien, c'est pratique pour l'indemnisation, mais du coup ça permet d'éviter de passer par le processus judiciaire qui va établir des responsabilités, puisque les gens vont aller directement à l'indemnisation. Et c'est le but. Le but justement c'est de détourner les gens du processus judiciaire. Il y a eu des poursuites, le décret n'interdit pas les poursuites et ne rend pas les poursuites irrecevables. Mais